Salut les pongistes! Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo pour retracer l'évolution du matériel pongiste de 1890 à nos jours. Je vous remets le lien en description de la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse. Et aujourd'hui, je vais vous parler des évolutions réglementaires qui ont jalonné l'histoire de notre sport. Alors forcément, il y a un lien entre le règlement et le matériel utilisé, donc il y aura sûrement quelques petites redondances entre cette vidéo et la première que j'ai réalisée. Et puis comme dans la première vidéo, il est possible que des oublis ou imprécisions se glissent dans ce que je vais vous dire. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance et je vous invite à me les signaler en commentaire. Comme ça, je les ajouterai en description de la vidéo pour qu'on soit le plus précis et le plus complet possible. On commence ce voyage en 1926, qui est l'année de la création de l'ITTF, la Fédération internationale de tennis de table, qui est entre autres l'instance en charge d'établir et de faire évoluer la réglementation de notre sport au niveau international. À cette époque, pour faire court, les sets se jouaient en 21 points, avec service alterné tous les 5 points, la balle était en celluloïd et faisait 38 mm de diamètre, on jouait avec des raquettes à pic au court sans mousse, et le filet faisait 17 cm de hauteur. Dans ces conditions, le jeu était nettement moins offensif et rapide qu'aujourd'hui, à tel point que certains matchs pouvaient durer une éternité. On atteint des sommets en la matière lors des championnats du monde 1936 à Prague, durant lesquels une partie a par exemple duré plus de 7 heures. Elle a au final été interrompue pour désigner un vainqueur par tirage au sort. Durant un autre match dans cette même compétition, un point a même duré à lui seul 2 heures et 12 minutes. Il y a eu plus de 9000 échanges avant qu'un des deux joueurs ne fasse une tranche. J'ose à peine imaginer le calvaire des arbitres. Bref. En 1937, suite à ces événements, la Fédération internationale a décidé d'abaisser la hauteur du filet de 17 cm à 15,25 cm pour accélérer le jeu et favoriser les styles plus offensifs. C'est également en 1937 qu'apparaît l'interdiction de poser la main libre, celle qui ne tient pas la raquette, sur la table. Quelques années plus tard, en 1948, toujours dans cette même logique d'accélérer le jeu, l'ITTF introduit la règle d'accélération pour éviter les échanges trop longs. Cette règle prévoit, pour faire court, qu'au bout de 10 minutes de temps de jeu effectif dans un set, ou à la demande des deux joueurs, si un certain nombre de points n'a pas été marqué, on passe à un service chacun, un arbitre supplémentaire vient compter à voix haute à côté de la table le nombre d'échanges, et le serveur perd le point s'il ne parvient pas à l'emporter avant le 13e renvoi du receveur. Aujourd'hui, cette règle doit être mise en application si on n'a pas marqué 18 points dans un set au bout de 10 minutes de jeu effectif. C'est très rare qu'on y ait recours, ça arrive essentiellement lorsque deux jeux défensifs s'affrontent, et on était à 2 doigts de l'avoir mise en application lors des derniers championnats de France senior, lors du 16e de finale dames, opposant la jeune lyonnaise Alexia Nodin à la légende du ping français Agnès Lelanique. Avant 1959, il n'y avait quasiment aucune réglementation sur les revêtements, et certains joueurs utilisaient des plaques très épaisses ou des surfaces irrégulières pour déstabiliser les adversaires. Donc en 1959, l'ITTF a décidé d'imposer que les revêtements soient normalisés en termes d'épaisseur et de structure. Ainsi, par exemple, les raquettes à revêtement en mousse épaisse qui avaient permis à l'outsider japonais Hiroji Sato de devenir champion du monde quelques années auparavant sont interdites, beaucoup de joueurs, européens notamment, se plaignant de ces revêtements moussés très épais qui permettaient d'obtenir une vitesse et une rotation excessive à leur goût. C'est à cette époque que sont arrivées les raquettes dites sandwich, c'est-à-dire des revêtements alliant mousse et caoutchouc, avec des picots tournés classiquement vers l'extérieur ou inverted en anglais, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en France des backside. L'épaisseur totale de ces revêtements, mousse plus caoutchouc, est alors limitée à 4 mm. À ce sujet d'ailleurs, j'ai cru comprendre que de nos jours, chez les pros, il y avait des petits malins qui avaient creusé l'intérieur de leur palette pour pouvoir coller des revêtements avec une épaisseur de mousse plus importante, et c'est pourquoi vous verrez sur certaines compétitions des arbitres partir après le match avec la raquette d'un joueur pour en décoller les revêtements et vérifier si le bois n'a pas été creusé. En 1970, l'ITTF introduit la LARC, List of Authorized Racket Coverings, désolé pour mon accent, pour mettre fin aux abus des plaques trop adhérentes ou au contraire totalement lisses, et afin de garantir une meilleure équité sportive. Cette liste est mise à jour 2 fois par an, et aujourd'hui elle existe en version papier, enfin en version PDF, et elle est également en ligne, vous pouvez aller la consulter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Entre-temps, la colle rapide est apparue, et son usage s'est rapidement répandu, ce qui a accru encore la vitesse de jeu, et ce qui a aussi augmenté l'épaisseur des revêtements si on tient compte de l'épaisseur de la couche de colle qui est appliquée. Du coup, évolution de la règle en 1977, l'épaisseur totale, mousse plus caoutchouc, est limitée à 3,5 mm pour les backside, avec 2 mm maximum pour la mousse et 1,5 mm pour le caoutchouc. La règle sera assouplie en 1983 avec un retour aux 4 mm, toujours en vigueur aujourd'hui. Pour les picots sans mousse, la hauteur est limitée à 1,5 mm à cette époque. Cette épaisseur repassera à 2 mm au début des années 2000 pour permettre aux fabricants de proposer des revêtements à picots longs tout en respectant une épaisseur raisonnable.
On passe ensuite à l'année 1986. Avant cette année-là, les joueurs pouvaient utiliser deux revêtements de la même couleur, mais aux propriétés très différentes. Donc on pouvait avoir un revêtement noir complètement lisse et un autre revêtement noir très adhérent. Et puis d'ailleurs, les joueurs à cette époque, ils avaient l'habitude des fois de taper du pied en même temps qu'ils jouaient leur coup pour masquer le son de la raquette et donc rendre encore plus difficile la lecture de l'effet par l'adversaire. Donc en 1986, l'ITTF a imposé que chaque raquette ait deux couleurs différentes, rouge d'un côté et noir de l'autre, pour permettre aux joueurs d'identifier plus facilement le côté utilisé. Pourquoi le rouge et le noir? Alors j'ai lu qu'apparemment des études ont montré que la couleur des revêtements influençait leur vitesse et leur adhérence. Un revêtement rouge serait légèrement plus rapide et plus dur du fait qu'il contient plus de colorants et d'additifs, et un revêtement noir serait plus adhérent et plus tendre. Ça expliquerait pourquoi beaucoup de joueurs, chinois notamment, utilisaient le rouge pour le coup droit et le noir en revers. J'avoue que je suis un petit peu sceptique sur la réalité de ce phénomène, mais bon, comme je l'ai lu, je vous en fais part. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. En 1991, la Fédération internationale introduit un système de cartons jaune et jaune-rouge inspiré du foot pour mieux formaliser les sanctions pour mauvais comportement de type jet de raquette, coup de pied dans la table ou dans une séparation, vocabulaire inapproprié ou encore perturbation volontaire du jeu. Pour faire court, carton jaune égale avertissement, carton jaune plus rouge simultanément, c'est 1 point de pénalité à l'adversaire, deuxième jaune plus rouge, c'est 2 points de pénalité à l'adversaire, et troisième jaune plus rouge, c'est disqualification du joueur. En 1997, l'ITTF a imposé une température minimale de 15 degrés Celsius pour garantir un minimum de confort et éviter les variations excessives des conditions de jeu. Avant, il n'y avait pas de règles strictes sur la température et certains tournois se jouaient dans des conditions très froides, influençant la vitesse de la balle et l'adhérence des revêtements. L'idéal se situe entre 18 et 22 degrés, et malheureusement aujourd'hui en amateur, on joue parfois en deçà de 15 degrés en hiver pour des raisons d'économie d'énergie, mais je crois que certaines équipes municipales n'ont pas conscience des conséquences sur le jeu par rapport à d'autres sports comme au hasard, les sports co, l'escalade, l'escrime ou encore le badminton. Tant qu'on est sur les conditions de jeu, j'en profite pour signaler que j'ai lu quelque part que l'ITTF recommandait un taux d'humidité entre 40 et 60%. Au-delà, la balle elle glisse sur la plaque ou sur la table. Donc je crois pas que ce soit vraiment officiellement réglementé. J'ai pas non plus trouvé de date, mais voilà, je l'ai lu donc je vous le signale. La dimension des aires de jeu est-elle par contre bien réglementée? Je ne sais pas non plus de quand ça date, donc j'ai demandé des infos à ChatGPT qui m'a juste donné ce tableau récap que je vous affiche. Pour le niveau régional, je ne sais pas s'il y a vraiment un minimum légal, vu que de mon expérience en championnat par équipe, on a rarement des aires de jeu de 10 mètres par 5. À mon avis, c'est juste à titre indicatif. En 1998, l'ITTF impose que les picots longs aient un coefficient de friction minimum pour éviter les balles flottantes incontrôlables. Certains picots trop lisses sont donc interdits. Par exemple, quand j'étais jeune, il y avait le fameux curl qui donnait des trajectoires incroyables, et je me rappelle avoir vu en tournoi un joueur classé 50 qui a mis une tôle à un joueur classé 20, donc à l'époque un 50 c'était plus ou moins 10 je crois, j'ai pas trop l'échelle en tête mais c'est à peu près ça, et 20 c'est à peu près 20 d'aujourd'hui, et donc le classé 20 il était foudrage, il s'était pris une tôle par un 50, et ça montre bien qu'il y avait un problème des revêtements trop lisses là qui posait question. En l'an 2000, on est passé à une balle de 40 mm pour ralentir le jeu et favoriser les échanges plus longs. C'est le point de départ d'une réflexion complètement à l'opposé de celle que l'ITTF avait dans les années 1930, puisqu'il ne s'agit plus du tout d'accélérer le jeu, mais au contraire donc de le ralentir pour le rendre plus télévisuel. Et je trouve que 25 ans plus tard avec le recul, c'est plutôt une bonne chose, puisqu'aujourd'hui on a droit à un spectacle vraiment très télévisuel, et qu'il y a du très bon boulot de fait, notamment en termes de scénographie, du côté des grosses échéances WTT, même si tout n'est pas parfait, il y a encore des angles de caméra un petit peu controversés, mais bon, c'est un autre sujet, on s'éloigne du sujet initial de la réglementation. En 2001, toujours dans cette logique de rendre le ping plus télégénique, l'ITTF change le format des sets, passant de 21 points à 11 points, avec un changement de service tous les 2 points au lieu de 5. Ce changement vise à raccourcir la durée des matchs et à les rendre plus dynamiques. A noter également cette année-là l'introduction du time-out, en bon français le temps mort, d'1 minute par joueur et par match. En 2002, la volonté forte de la Fédé internationale d'allonger la durée des échanges l'amène à proposer de nouvelles règles pour lutter contre les services cachés. Alors je ne vais pas vous lister tous les points de contrôle qui sont mentionnés dans le handbook de l'ITTF, il y en a beaucoup, 14 pour être précis, et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur le sujet pour celles et ceux qui voudraient avoir le détail. Les éléments principaux sont l'obligation d'un lancer proche de la verticale de 16 cm minimum, l'interdiction de masquer la balle avec le corps ou le bras libre au moment de l'impact balle-raquette, et la nécessité de faire en sorte que le service soit visible par l'adversaire et l'arbitre. Alors, je vais essayer de garder mon calme sur ce sujet, mais de vous à moi, et celles et ceux qui suivent nos réseaux sociaux le savent bien,
Cette règle, qui part pourtant d'une bonne intention, je la trouve super mal écrite, et elle est à l'origine de pas mal de problèmes dans son application concrète, aussi bien au niveau amateur qu'au niveau professionnel. Je vais pas m'appesantir là-dessus, je vous renvoie à la vidéo lettre ouverte que j'ai adressée il y a quelques mois à Petra Sörling, présidente de l'ITTF, à ce sujet. Vous trouverez le lien en description de la vidéo, mais pour faire court, cette règle elle est constamment piétinée par les joueurs de tout niveau, et notamment les pros. C'en est même risible quand la WTT nous offre en Mondovision des ralentis en super slow motion qui mettent on ne peut mieux en avant les infractions à la règle. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, on dirait que tout le monde s'en fout, alors que ça crée un exemple catastrophique pour le monde amateur et en particulier les jeunes, qui reproduisent forcément ce qu'ils voient à la télé, et ça crée des problèmes quasiment tous les week-ends dans les compétitions, amateurs comme professionnels. Je pense que 80% des embrouilles au ping, qui à la base est un jeu, il faut le rappeler, c'est à cause de cette règle. Et comme les arbitres ne sont pas spécialement bien placés, ni outillés les pauvres, pour voir si l'impact balle-raquette est masqué pour le receveur, eh ben ils font des remarques sur des éléments du règlement qui sont infiniment moins problématiques. Par exemple, on s'en fout que la balle elle repose sur une paume pas parfaitement à plat, ou que pendant 1 millième de seconde elle passe sous le plateau de la table au moment de l'exécution du lancer, ça ne crée pas d'avantage particulier au serveur, bref, ça fait 20 ans que ça dure, et ce serait vraiment bien que l'ITTF bouge un petit peu sur ce point. En 2008, on interdit la colle rapide qui contient des solvants organiques volatiles, jugés dangereux pour la santé. Ça rend par ailleurs le jeu trop rapide, et c'est un peu une sorte de dopage matériel. La Fédé internationale interdit dans le même temps les boosters chimiques. J'avoue que j'ai jamais trop compris en quoi ça consistait et comment ça marchait, mais a priori, c'est quand même toujours commercialisé et utilisé, donc ça aussi, c'est un petit peu étrange. En 2014, c'est le passage de la balle celluloïde à la balle plastique, dite 40+, essentiellement pour des raisons écologiques et de sécurité, puisque si j'ai bien compris, le celluloïd est une matière relativement inflammable. En 2016, j'ai lu que l'ITTF avait expérimenté le LED électronique, la détection automatique du LED au service. Ça me semble être une belle idée pour les grosses compétitions, mais j'avoue ne pas avoir trouvé grand chose sur internet à ce sujet, et a priori on n'est pas allé plus loin que le stade de l'expérimentation, donc je ne m'appesantis pas là-dessus. En 2018, l'ITTF introduit la possibilité de conseiller un joueur entre les points pour dynamiser le jeu. Je me rappelle qu'à sa mise en place, cette règle a posé pas mal de questions, mais au final, a priori, cette règle est rentrée dans les mœurs, et ça semble pas trop poser de problème. En 2019, l'ITTF teste le système TTR, Table Tennis Review, une sorte de VAR du ping qui pourrait possiblement régler pas mal de problèmes, notamment au service. Pourtant, depuis, bien que ce soit prévu notamment dans le handbook de la WTT, qui n'est pas forcément le même que celui de l'ITTF d'ailleurs, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, ce système n'a jamais vraiment été utilisé avant 2024, où il a timidement fait son retour sur certaines compétitions, mais avec un usage restreint. Je trouve par exemple super dommage que le handbook de la WTT précise, en tout cas dans sa version 2024, que seul le joueur averti peut y avoir recours pour contester une décision de l'arbitre. Si on veut vraiment lutter contre les services cachés que les arbitres ne peuvent pas vraiment bien voir depuis le côté de la table, il faudrait qu'un receveur qui se sent lésé par un service faux puisse faire appel à ce système au moins une fois. Ça aurait une vertu pédagogique non négligeable, aussi bien pour les pros que pour les amateurs qui regarderont les compétitions à la télé. En tout cas, a priori, l'ITTF a officiellement annoncé que le système TTR serait déployé lors des prochains championnats du monde 2025 à Doha dans quelques mois, donc on verra bien comment ça se passe et comment ils s'en servent. Dernière évolution réglementaire majeure en date, depuis 2021, de nouvelles couleurs de revêtements sont autorisées sous certaines conditions pour moderniser le tennis de table et permettre une plus grande personnalisation du matériel. L'ITTF a par ailleurs expérimenté sur certaines compétitions des formats de sets plus courts, en 6 ou 7 points, comme en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde mixte. Personnellement, je trouve ça un peu nul, il ferait mieux de s'occuper du seul problème réglementaire majeur qu'on se traîne depuis plus de 20 ans en simplifiant la règle du service ou en systématisant sur les grosses compétitions professionnelles le recours à un système de contrôle électronique, mais bon. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel, j'espère ne pas avoir oublié trop de trucs et j'espère surtout que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous remercie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce que dans les statistiques, vous êtes encore un peu plus de 80% à regarder nos vidéos sans être abonné, c'est pas bien. En fait, c'est très important pour nous, déjà pour une question de reconnaissance du travail que l'on fait, une question de crédibilité vis-à-vis de nos éventuels futurs partenaires, mais aussi et surtout pour une question de référencement sur YouTube. Donc merci d'avance et à bientôt.